Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Saint-François avec le maire Bernard Pancrel. Bernard Pancrel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves Boissé, bonsoir aux Guadeloupéennes, aux Guadeloupéens, singulièrement aux Saint-Franciscaines et aux Saint-Franciscains. Et puis aujourd'hui, c'est un jour particulier. Vous vous retrouvez sur ce plateau, jour de votre anniversaire. Donc voilà, je pense que vous avez été déjà dignement fêté. Merci et merci. Je profite pour remercier tous ceux qui ont pensé à moi en ce jour particulier. Effectivement, on va dire, comme on dit chez nous, c'est mon jour. Voilà. Alors c'est un jour aussi choisi pour parler de la situation de la Guadeloupe, une situation, on va dire, peu réjouissante, puisque beaucoup de familles ont été touchées par cette pandémie, par cette quatrième vague. C'est l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, de vous adresser à votre population et ensuite de nous dire quelle a été la situation pour ce mois d'août à Saint-François. Est-ce que vous avez eu à faire face à une situation catastrophique? Mais je vais commencer par m'incliner devant les familles touchées par le deuil, puisque effectivement, durant cette période, des familles guadeloupéennes ont été durement touchées par ce pic pandémique. Singulièrement à Saint-François, nous avons connu beaucoup de décès et bien entendu, je pense aussi à ceux qui sont encore hospitalisés ou même malades chez eux et qui sont en convalescence. Je leur adresse tous mes encouragements et je leur souhaite et bien entendu tous mes vœux de prompt rétablissement. Alors, bien entendu, la Guadeloupe a été particulièrement secouée par cette vague pandémique de toutes les communes. Saint-François n'y a pas échappé. Comme vous avez pu le voir, soit sur les médias, soit sur les réseaux, nous avons été obligés de prendre un certain nombre de dispositions qui, dans l'activité même de la collectivité, mais sur toute la commune, pour s'assurer que les familles étaient bien accompagnées dans cette situation particulièrement difficile, dans ce contexte en plus difficile. Et on peut dire qu'il y a eu un nombre de décès important à Saint-François? Oui, on peut le dire, puisque je pense que j'ai eu personnellement à signer des permis d'inhumer, des actes de décès. Je n'ai pas un recul puisque nous venons d'entrer aux affaires il y a tout juste un an, mais croyez-moi, je puis dire que de mémoire, en tout cas des administratifs et du personnel de l'état civil qui s'en occupe, ils étaient particulièrement choqués par cette situation où ils devaient toute la journée être comme ça, à faire en sorte que le dispositif administratif soit prêt pour permettre aux familles d'aller vers ce moment particulièrement douloureux. Et le personnel communal a été touché? Le personnel communal a été touché. Il y a des services qui ont dû être fermés, qui ont ralenti bien entendu le travail collectif, le service qu'on doit aux administrés a dû être ralenti, parfois même arrêté pour certains services, parce qu'il suffit qu'une ou deux personnes soient touchées dans le service pour que les autres soient qu'à contact et pour qu'on soit obligé de leur demander de rester en isolement le temps de faire les tests nécessaires pour revenir après. Donc cela dit, je profite pour adresser mes encouragements au personnel communal qui a fait preuve de résilience, qui est resté très fort dans cette situation, parce que voir son collègue partir à l'hôpital, entendre que son collègue est au plus mal hospitalisé dans les conditions qu'on sait avec les difficultés qu'il y a à l'hôpital aujourd'hui, je peux dire que c'est des situations qui sont extrêmement traumatisantes et
pour autant, nous avons fait en sorte, au fur et à mesure, nous en tant qu'autorité territoriale, moi-même, faire en sorte d'accompagner un petit peu le personnel, d'adapter les mesures en fonction des situations, donc demi-jauge, personnel réduit, télétravail, enfin bon, tout ce, quand c'est possible, pour permettre, mais bien entendu, pour permettre que le travail continue, le service public continue quand même, un temps soit peu à l'endroit des administrés, au service des administrés. Alors c'est vrai, et on va un petit peu voir tout à l'heure comment ça se passe chez vous, hein, puisque il a fallu s'adapter à cette situation de crise, mais avant tout, pensez-vous que les élus aujourd'hui ont le devoir de se positionner pour ou contre la vaccination? Moi, je ne pense pas. Je trouvais ce positionnement binaire particulièrement... je le trouvais très particulier parce que je pense que d'abord, la vaccination, c'est un acte médical. Cela veut dire que tout acte médical est au choix de la personne qui doit en quelque sorte profiter ou subir, c'est au choix justement cet acte médical, et donc on n'a pas peut-être à en faire l'objet d'une expression publique. Moi je dis en revanche, il y a aussi autre chose, il y a des scientifiques, il y a des médecins, je veux dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, qui suis-je pour donner des leçons dans un sens ou dans un autre. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que de toute façon, vous avez, chacun a son médecin traitant aujourd'hui, d'ailleurs c'est obligatoire, vous consultez votre médecin traitant selon ce qu'il sait de vous sur le plan médical, il va vous conseiller d'aller dans un sens ou dans un autre. Personnellement, je n'étais pas vacciné jusqu'ici, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait deux tests qui se sont révélés négatifs. Je le dis un petit peu c'est un petit clin d'œil parce qu'à un moment, il courait le bruit sur Saint-François que le maire était positif. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, j'aurais pu l'être comme beaucoup de monde, puisque je rencontre beaucoup de monde, mais je n'ai pas été, je n'ai jamais été jusqu'ici, en tout cas pas à ma connaissance. Et j'ai fait un examen sérologique et après, je suis rentré, j'ai pris ma première dose. La deuxième dose, ce sera pour bientôt. Donc, je n'ai pas de difficulté avec ça, mais je ne suis pas celui qui dit, je ne vais pas dire à quelqu'un, vous êtes obligé de vous vacciner, je ne vais pas dire à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le faire, ne le faites pas, ou faites-le. L'obligation c'est un acte individuel responsable. L'obligation vaccinale, c'est pas, d'une manière générale, je suis un féru de liberté, et donc par conséquent, je respecte toutes les libertés dès lors que ça n'atteint pas l'autre. Alors, est-ce que quand vous êtes dans une situation où vous devez en quelque sorte faire attention à l'autre, est-ce que voilà. Et après, il y a autre chose aussi, c'est qu'on vous dit que le vaccin ne vous empêche pas de contracter le virus, simplement ça vous empêche d'avoir les formes graves. Ah ben, si c'est le cas, je verrai bien. Je serai, si je dois être un cobaye pour ça, ben je serai le cobaye. Mais c'est un choix, je vais dire, personnel et que je respecte les choix personnels de chacun. Alors comprenez-vous, Bernard Pancrel, ce débat pro-vax, anti-vax, et voilà, il n'y a pas de place pour le milieu pour se dire on réfléchit ou maintenant il faut choisir son camp. Apparemment. À mon avis, non. Si on écoute bien le débat qui accourt un peu sur les réseaux, un peu partout, ce n'est pas un débat pro-vax, anti-vax, c'est un débat pro-obligation vaccinale et contre l'obligation vaccinale. Alors ça l'est parce devenu. Il y a des personnes qui sont anti-vax, enfin qui ne sont pas pour qui sont dans le débat, qui sont contre l'obligation vaccinale, mais pourtant qui disent qu'ils sont vaccinés. Et donc c'est ce qui est important aujourd'hui, comme je vous dis, c'est que les Guadeloupéens agissent en responsabilité, qu'ils respectent les distances barrières, les gestes barrières, qu'ils respectent la distanciation sociale, et les gestes barrières, et surtout qu'on puisse
dire à la population ce qu'il en est vraiment, c'est-à-dire qu'il faut être informé. Il faut être très bien informé. Je pense que beaucoup l'ont compris, même au niveau du milieu médical, ils l'ont compris, et vous avez vu un certain nombre de communications qui de la région, qui du département, avec des sommités scientifiques, souvent même guadeloupéennes ou antillaises, qui se sont exprimées sur le sujet et qui ont donné un certain nombre d'éléments, non seulement de réflexion, mais également de langage, qui permettent à chacun de faire sa propre religion sur la question. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue purement de l'action publique, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue du comportement d'un élu, d'un responsable, c'est de faire en sorte que sa population soit le plus protégée possible et contre toute extrémité, on va dire cela Alors comme ça. justement, puisque la population réagit, alors on parle beaucoup des élus, et ça vous le savez, et cela c'est tout le temps, mais est-ce qu'il y a eu réellement, ou est-ce qu'il y a réellement un manque de courage politique concernant la gestion de cette crise, la gestion de cette pandémie? En quoi alors vous savez, ces situations exceptionnelles, les élus n'en sont pas moins des hommes ou des femmes. Cela veut dire que vous avez en face de vous d'une situation, un cataclysme. Le cataclysme, vous pouvez ne pas réagir, il ne faut pas réagir de façon désordonnée, il faut attendre d'avoir un certain nombre d'éléments pour prendre les bonnes décisions, pour aller dans la bonne direction. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai écouté un petit peu ce qui se disait sur les réseaux ou au niveau même des élus, je pense que dès lors que la mesure de la situation a été prise, il y a un certain nombre de dispositions tout de suite qui ont été prises pour un petit peu renforcer les équipes médicales, pour permettre que les soignants aient un tant soit peu de moyens pour pouvoir soigner cette vague qui arrivait dans les centres médicaux. Je pense que là-dessus, il y a eu une réaction qui a permis en quelque sorte de soigner et de recevoir les gens avec les moyens qui existent, parce qu'il faut bien savoir que quand même le CHU a connu ce fameux incendie. On a ce centre en construction et les moyens sont peu. Moi-même, j'ai eu à intervenir personnellement, c'est-à-dire que tout ce que font les élus ne sont pas forcément sur les médias, mais moi-même, vous m'avez jamais entendu m'exprimer ou prendre parti sur une croisade. Je ne me sens pas un croisé de quoi que ce soit. En revanche, c'est au quotidien, quand un parent m'appelle, tel parent est à l'hôpital, savoir ce qu'il advient, est-ce que cette personne a déjà été prise en charge. C'est mon quotidien, ça a été mon quotidien du mois d'août. Est-ce que tel parent pour avoir des nouvelles, parce qu'une fois rentré, vous savez très bien que même le téléphone, ça ne répond pas, et on peut le comprendre, parce que tout le monde est affairé, tout le monde est occupé. Donc, prendre des nouvelles pour rassurer des parents par rapport à un proche qui a été admis à l'hôpital, qui était parti avec l'ambulance, et ils n'ont pas de nouvelles depuis 2, 3, 4 jours. Je vous dis, c'est une situation extrêmement angoissante, et donc j'ai eu à intervenir régulièrement comme ça auprès avec les contacts que j'ai pu avoir pour rassurer les parents. Voilà. Je pense que ce rôle de proximité a été très important, et je pense pas véritablement avoir une palme de quoi que ce soit. Tout simplement, je pense que ça a été pour beaucoup d'élus leur rôle dans un premier temps de cette situation, avant une expression publique à partir des éléments sûrs qu'ils ont pu avoir. Vous avez parlé du CHU, vous avez parlé de cette situation compliquée. Est-ce que aujourd'hui, vous, en tant qu'élu, vous êtes vraiment aux côtés, on va dire, du directeur du CHU, qui est de plus en plus mis à mal concernant la gestion de cette 4e vague? Est-ce que vous faites bloc
au niveau du directeur du CHU? Est-ce que vous le soutenez ou est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a eu des manquements? Mais s'il y a, alors, ce qui a pu manquer au directeur du CHU, qui est alors, je suis un petit peu de ceux qui pensent que monsieur Cotellon, Gérard Cotellon, est revenu en Guadeloupe pour apporter son expertise, pour apporter son savoir-faire à son pays, à sa population. Gérard Cotellon revient de la PHP. La PHP, les hôpitaux de Paris, où il était un cas d'un numéro 2, qui était le bras droit de M. Martin Hirsch, qui n'avait pas besoin de revenir en Guadeloupe pour sa carrière. Il est revenu en Guadeloupe, apporter son expertise, il y a la construction de l'hôpital, et personnellement, c'est un monsieur qui, à mon avis, fait la fierté des Guadeloupéens, de ce qu'il a pu apporter. Mais tout homme, quelles que soient ses qualités, il lui faut des moyens, il lui y a un certain nombre de moyens logistiques dont il a besoin pour exprimer sa compétence, exprimer son talent. Il lui en manque du fait, effectivement, cet événement dramatique de l'incendie. Il lui en manque parce que il y a une explosion pandémique qui fait que la situation normale devient exceptionnelle. Il faut doubler, tripler, voire décupler le nombre de lits de réanimation. Tout cela font que à ce moment-là, il recueille les moyens pour pouvoir soigner les Guadeloupéens dans cette situation-là. Moi, je dis que quand je vois comment il se démène, on peut au moins lui prêter la bonne foi, une présomption de bonne foi. Je ne peux pas penser qu'il ferait exprès de ne pas mettre à la disposition des Guadeloupéens, à la disposition des familles guadeloupéennes, non seulement sa compétence, mais tout ce qu'il peut encore lui rester, tout ce qui est mis à sa disposition comme moyen pour les soigner. Donc de ce côté-là, je n'ai pas de souci avec cela. À savoir, est-ce qu'il faut tomber dessus, avoir raccourci, parce que il faut toujours, généralement, et ce que je regrette, c'est que dans des situations comme ça, peut-être que c'est le bon réflexe, c'est le réflexe de rechercher une cible, non, pour moi, au contraire, c'est quelqu'un qui mérite qu'on puisse le soutenir dans son action. Et si, et d'aventure, pour une raison ou pour une autre, mais qu'il y a un manquement, etc., ça sera avéré et ça prendra la tournure. Mais pour l'instant, rien ne peut présager, rien ne peut dire qu'il a manqué à tous ses devoirs. Au contraire, je présume que sa situation n'est pas particulièrement facile, puisqu'il doit être entre le marteau et l'enclume. Puis l'autorité, il est dans une hiérarchie, puisqu'il est le directeur, mais il a une hiérarchie, et il a la population. Il doit en quelque sorte toujours avoir, le candidat, trouver l'équilibre et satisfaire les souhaits de tout un chacun. Mais je pense que sa boussole principale, c'est d'apporter la santé aux Guadeloupéens. Ah, c'est vrai que beaucoup de personnes sont mises à mal. Vous regardez les réseaux sociaux, oui, vous appréciez les choses. Alors, départ du préfet, départ de la directrice de l'ARS. Enfin, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la situation est apaisée? Est-ce que la Guadeloupe, c'est une Guadeloupe apaisée? Mais par la force des choses, cela va s'apaiser dans le sens où moi je pense que les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes ont quand même compris que c'était une situation, parce qu'on n'est pas sorti d'affaire, c'est une situation exceptionnelle. Par conséquent, les attitudes rationnelles ne sont pas légion. On veut dire, il est certain que quand on est dans une situation comme celle-là, on n'a pas forcément le réflexe qu'on aurait dans une situation normale. On n'a pas forcément la réaction. En revanche, ce qui est certain, c'est que les médecins ont quand même eu une formation plutôt longue.
il y a des professeurs de médecine. Je vais dire aujourd'hui, demain, je vais venir dire « Ah, mais vous avez mal soigné, vous avez mal fait, vous n'avez pas respecté tel protocole, vous aurez dû respecter. » Je vois des médecins, entre guillemets, sur les réseaux qui disent « J'aurais préféré tel médicament, ou plutôt tel médicament, tel thérapeutique. » Moi, je suis éberlué devant tout cela parce que je suppose que je n'admettrai pas que quelqu'un vienne me dire dans ma profession, ce que je dois faire si cette personne n'y connaît rien. Après, maintenant, dans toute profession, dans toute activité humaine, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des manquements. Mais ces manquements-là sont identifiés et ça va là où les responsabilités sont recherchées, ça va là où ça doit aller. Et ensuite, il y a des assurances, il y a des... je veux dire, ça ne remplace pas quelqu'un s'il est décédé, mais au moins, ces manquements-là, ces recherches-là sont faites. J'ai quand même un certain nombre... sur le plan professionnel, un certain nombre de dossiers de responsabilité médicale, j'en vois passer. C'est arrivé que effectivement, qu'on a reproché tel non-respect de tel protocole à tel médecin, etc. Mais tout cela est dans des clous bien précis et de toute façon, ça fonctionne bien puisque les experts, qui sont également des médecins, disent que non, tel médecin a commis tel manquement. Est-ce que le fait que les médecins ne soient pas d'accord entre eux, ça crée pour vous une cacophonie? Et est-ce que c'est anormal que les médecins ne soient pas d'accord sur ce sujet de comment soigner, quel protocole à mettre en place? Est-ce que vous pensez que c'est normal dans une situation comme ça, ou est-ce que pour vous ça crée vraiment du désordre? À mon avis, non. À mon avis, c'est normal qu'il y ait cette discussion, on va dire, médicale, comme toute science. Hein. Je suis un scientifique et la science évolue. Il y a des situations qui évoluent. Le substrat sur lequel qui fait l'objet de cette science également évolue. Pourquoi pas? Il peut y avoir des avis différents. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain dans toute science. Pour autant, parce que un chercheur n'arrête jamais de chercher. On découvre des choses. Je peux comprendre que tel scientifique dans son laboratoire qui est peut-être plus avancé ou qui croit qu'il est plus avancé sur tel autre va donner une autre solution à la même pathologie. Moi, je dis que c'est pas quelque chose qui me choque. Ce qui a changé en réalité, mais ça a toujours été cette controverse dans tous les domaines. Et on voit très bien dans le domaine qui est le mien, sur une décision même de la plus haute institution que la Cour de cassation, vous verrez des interprétations différentes entre les professeurs de droit, les scientifiques qui ont deux visions complètement différentes de cette affaire-là. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque. Ce qui a changé, c'est que, ça touche quand même à l'humain. Et surtout, les réseaux, en quelque sorte, chacun s'exprime sur le sujet en partageant ce qu'il a pu lire, etc. Tout le monde a en quelque sorte accès à ces communications qui se faisaient dans un milieu un petit peu aseptisé, un milieu fermé. Jusqu'ici, le milieu médical, on va dire, les revues scientifiques spécialisées que seuls les initiés allaient lire. Maintenant, ces connaissances, ces éléments de connaissance, ces éléments de langage sont partagés par tout un chacun. Est-ce qu'on le comprend toujours, est-ce qu'on le comprend pas toujours, mais en tout cas on le partage et on discute dessus et c'est nous une décision. J'ai déjà vu aussi, et ça c'est pas seulement dans ce domaine-là, des personnes qui parlent d'une publication ou d'un ouvrage, etc., qui n'ont jamais lu. Qui n'ont jamais, oui, ça se voit, qui n'ont jamais lu la publication, mais qui ont lu les interprétations de la publication ou les réactions à la publication et qu'eux-mêmes ont une réaction par rapport à cette publication-là, pourtant qui n'avait pas été lue. Moi, je pense qu'il est important qu'on dise aujourd'hui que la situation a besoin qu'on soit dans une solidarité totale avec le personnel soignant que je salue
que je vénère même au passage, parce que j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas facile du tout d'avoir à soigner dans un contexte comme celui-là. J'imagine le stress que ça peut générer, tout ce qui se fait, tout ce remue-ménage qui se fait autour de leur activité, alors qu'on a certainement besoin de beaucoup de sérénité pour bien choisir son acte, pour ne rien oublier, pour bien respecter les protocoles. Et je pense que ça, c'est quand même des personnes qui méritent notre soutien et qui méritent que nous fassions profil bas à leur endroit, parce que vraiment la situation a voulu, puisque j'ai été en contact souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec eux, je puis vous dire que ce n'est pas facile du tout. Alors, est-ce que vous êtes serein pour la suite? Est-ce que vous dites, de toute façon, on va s'en sortir? Ou est-ce que, comme certains, vous dites, il y a une liste de variants avec une temporalité qui s'y occulte. Donc là, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. En tant qu'élu, j'ai des soucis à me faire. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je ne peux exprimer là qu'un sentiment. Le sentiment, c'est qu'on va devoir vivre avec. On va devoir vivre avec virus, on va devoir... mais comme on vit avec la peste n'est plus la peste qu'elle était, le choléra n'est plus le choléra, là n'est plus l'Ebola, mais il y a quelques zones comme ça, de temps en temps, on entend des cas d'Ebola, des cas des cas de rage, des cas isolés. On va devoir vivre avec. Ce sera certainement circonscrit à sa plus simple expression, à force de recherche, à force de trouver, avec les thérapeutiques qui pourront être retrouvées, mais on va devoir régulièrement vivre avec. Mais pour cela, il faudra arriver à déjà réduire très fortement la proportion. Alors, on dit quatrième vague aujourd'hui, alors on se demande est-ce que la cinquième, il y en a qui disent on se prépare déjà à la cinquième. Si on se vaccine aujourd'hui, c'est pas pour la quatrième, mais c'est pour la cinquième. Donc, tout ce discours anxiogène, effectivement, crée une espèce de pessimisme. Moi, je veux rester optimiste dans le sens où je me dis que, il y a encore des cas de Zika, il y a encore des cas de dengue. Donc, cela veut dire que c'est des choses qu'on vivra avec, et on vit avec la dengue, on vit avec la présence du Zika. Donc, cela veut dire qu'on va devoir vivre avec comme on vit avec d'autres pathologies qui existent. Je n'ai aucune espèce d'appréhension particulière par rapport à cela, même si demain je pourrais moi-même en être victime, dans le sens où je vais dire qu'on va rester en permanence dans une pandémie. Alors, est-ce que vous, maire, vous avez à discuter entre vous? Est-ce qu'il y a vraiment un lien, discuter de la situation, de comment gérer, de comment faire face? Est-ce que vous êtes soudés, vous, maire de la Guadeloupe? Ah oui, je pense que le travail de l'association des maires sur cette question est important, et avant même de se retrouver face au préfet ou face à l'ARS, nous nous réunissons entre nous malheureusement avec la situation souvent distancielle, mais nous faisons nos propres réunions pour justement nous positionner par rapport à telle situation, pour les mesures à prendre, pour on parle du même voix. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté en quelque sorte. Et vous parlez d'une même dialogue, voix. De dialogue entre les maires, entre les chefs d'édilité, justement pour nous permettre de pouvoir parler d'une seule et même voix. D'ailleurs, généralement, à l'issue de ces réunions, nous désignons un ou deux porte-paroles qui vont s'exprimer plus, puisqu'ils ont plus familiarisé avec les éléments de langage, quand ils sont médecins, ça permet en quelque sorte qu'on ait quand même une voix autorisée qui s'exprime
parce que vaut mieux avoir une voix autorisée. On a le droit de ne pas être d'accord avec telle position du préfet, on a le droit de ne pas être d'accord avec telle position de l'ARS dès lors qu'on l'explique, dès lors qu'on s'exprime, c'est la démocratie. Dès lors qu'on l'explique et qu'on s'exprime, on a le droit de ne pas être d'accord et après, à l'issue de cette discussion, sortir une solution qui convienne à tout le monde. Aujourd'hui, quelle est votre voix autorisée, la voix autorisée des maires? Mais par nature même, il y a l'association des maires dont le président est Josien Sapoti, il y a le docteur qui est lui-même médecin hospitalier, il y a aussi les présidents des collectivités, le président Losbar, il y a le président Chalus qui s'exprime aussi sur le sujet à partir des éléments qu'ils peuvent recueillir. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés de trouver des interlocuteurs valables pour permettre à ce que les autorités de l'État puissent avoir un dialogue constructif avec les représentants de la population. Moi, je pense que de ce côté-là, je n'ai aucune crainte quant à la justesse de la voix qui s'exprimera au nom de la population guadeloupéenne. Alors maintenant, revenons sur votre commune Saint-François. Est-ce que dans cette situation, vous avez eu à faire face financièrement ou à dégager un budget pour aider les familles, pour essayer de soutenir, ou est-ce qu'au niveau du CCAS, les choses étaient déjà, vous aviez déjà anticipé sur cette situation, puisque quelquefois, dans une même famille, il y a plusieurs membres qui décèdent, et en très peu de jours, en très peu de temps. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Non, mais généralement, alors, les familles, vous savez, la plupart des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes ont pris leurs dispositions par rapport à cet événement, de toute façon, inéluctable pour nous tous. Ils ont leur contrat obsèque. Ils ont leur contrat obsèque, Alors, quand ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui est complètement désargenté. Cette personne fait une demande au CCAS, le centre communal d'action sociale, qui pourra être aidé en tout ou partie pour permettre de faire face à cet événement. C'est le cas en situation normale et c'est le cas aussi même dans cette situation-là. Mais de ce que j'ai vécu moi-même, la plupart des Saint-Franciscains on peut faire face à cette situation par eux-mêmes et bien entendu ce que nous apportons c'est qui si jamais je veux dire la levée du corps se fait au domicile, que les services techniques puissent procéder à du nettoyage, du déblaiement. Parfois les personnes sont en construction donc il faut un petit peu les aider rapidement à déplacer un certain nombre de matériaux, des choses comme ça. Donc nous intervenons autant que c'est possible, puisqu'il faut savoir que les services techniques ont été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, particulièrement touchés par la COVID. On a eu des agents, je n'ai pas enregistré de décès chez les agents communaux, mais chez leurs proches, et certains agents communaux durement touchés ont été, d'ailleurs, sont encore malades ou en congé de maladie parce qu'ils sont en convalescence. Et je profite pour leur renouveler tous mes vœux d'encouragement et de bon rétablissement. Donc, ce qui prime, en tout cas, c'est l'écoute. Voilà, c'est l'écoute, c'est la proximité, c'est l'écoute, la proximité, et surtout d'être vis-à-vis de nos agents très attentifs. S'il y a une situation, d'ailleurs, même en mairie, il y a le quart du personnel en présentiel, d'autres sont en télétravail. Je veux dire, donc c'est pas toujours facile, ça ralentit effectivement le travail administratif, ça ralentit le service à rendre aux administrés. Bien entendu, l'accueil au public est fermé
mais par contre, par téléphone et par mail, nous répondons et les administrés, pour récupérer un document ou autre, viennent sur place, assurent ce rendez-vous qui leur est donné par téléphone pour récupérer le document, signer et repartir. Plus de présence dans une salle d'attente où on est nombreux l'un sur l'autre. Non, c'est plus possible pour l'instant, tant que les choses ne sont pas apaisées. Je pense que ces mesures-là ont été aussi certainement appliquées dans beaucoup d'autres communes, qui explique aussi un petit peu la baisse ou la légère baisse qu'on enregistre depuis hier ou depuis 2 jours. Alors nous sommes, on va dire, bientôt, si les décisions du préfet ne changent la situation, on va bientôt aborder cette rentrée scolaire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est mis en place pour que les enfants puissent faire cette rentrée dans de bonnes conditions? Oui, à Saint-François particulièrement, nous avons, bien avant ce pic pandémique, nous avons pris, dès la sortie de juin, nous avons pris un certain nombre de dispositions, mis en œuvre un certain nombre de dispositions, d'autant plus que Saint-François, comme vous le savez, c'est la commune la plus impactée par les coupures d'eau. Et chaque fois qu'il y a la moindre difficulté par rapport à l'eau, il faut savoir que Saint-François il y a des personnes qui n'ont pas d'eau. Quand vous entendez des informations sur des coupures d'eau, ça veut dire qu'il y a des personnes à Saint-François qui n'ont pas d'eau depuis 4, 5, 6, 7 jours. Et les écoles, bien entendu, pour respecter le protocole de l'ARS et les protocoles sanitaires, les enfants ne sont plus accueillis, et s'ils étaient accueillis le matin, il faut venir les récupérer, ce qui cause une énorme gêne pour les parents qui travaillent, qui parfois travaillent loin. Les situations sont extrêmement difficiles. Alors nous avons fait le choix, avec nonobstant les difficultés financières que vous connaissez également sur Saint-François, nous avons fait le choix de faire installer des citernes d'eau potable dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles, avec dans le respect du protocole sanitaire, avec l'Institut Pasteur, l'ARS, et ces travaux ont eu cours, justement, les équipes ont travaillé. Nous avons lancé un marché. Nous avons été donc accompagnés très fortement par la région pour nous permettre effectivement d'avoir ces citernes. La région qui avait lancé un appel à projet à ce propos, à ce sujet, nous nous sommes raccrochés à cet appel à projet, alors même que nous avons commencé à installer 1 ou 2 citernes, mais nous n'avions pas les moyens de continuer. Nous sommes raccrochés à cet appel à projet. Je puis vous dire que aujourd'hui, au moment où je vous parle, toutes les écoles ont une citerne raccordée qui permettra d'assurer la continuité pédagogique au cas où. Bien entendu, il y a une autonomie de 2 jours qui permet d'attendre que l'eau revienne au robinet mais en tout état de cause. Et ce qui est certain, c'est que durant la journée, pour que les parents n'aient plus à aller chercher, dès lors que, bien entendu, il n'y a pas de panne, ça fonctionne, puisque ça doit respecter un protocole sanitaire strict avec le mouvement en quelque sorte de l'eau de façon continue. Et je puis vous dire que dès lors que on va connaître son début là, dans les prochains jours, il y aura certainement une petite période de rodage. On profite d'ailleurs de ce report pour bien roder, pour que les choses soient bien rodées, pour permettre aux parents de ne pas avoir à subir
ou de ne pas avoir à venir récupérer leurs enfants le midi parce que finalement en pleine journée, au milieu de matinée, il y a eu une grosse coupure d'eau. Donc voilà la situation, et bien entendu ça permet aussi de respecter les gestes barrières et d'avoir de respecter les conditions sanitaires pour pouvoir garder les enfants dans un établissement comme l'établissement scolaire. Concernant la restauration scolaire, là aussi... Alors, la restauration scolaire, de ce qui est indiqué par le rectorat, il n'y a pas de restauration scolaire à la rentrée, il n'y aura pas de restauration scolaire, ce sera une journée continue en demi-jauge et 5 par classe. Ça va tourner à 5 par classe. Donc, nous sommes en train de nous adapter par rapport il y a eu un CHECT vendredi dernier au rectorat pour un petit peu donner aux communes un certain nombre la carte en quelque sorte à suivre. 5 par classe, pas de restauration scolaire, journée continue, pas de pause méridienne, justement pour éviter le brassage, pour éviter le mélange. C'est à ce moment-là qu'il y a plus de mélange pendant la restauration scolaire, pendant la cantine, pendant la pause méridienne. Donc, journée continue, pas de restauration scolaire et pour l'instant. Mais néanmoins, nous nous sommes préparés, y compris d'ailleurs la restauration scolaire a également sa citerne pour nous permettre effectivement d'assurer la fabrication des repas pour les enfants. En ce qui concerne, entre guillemets, nos clients habituels, puisque outre les écoles, mais nous fournissons également des repas aux crèches. La petite enfance est un élément phare de notre politique. Nous allons pouvoir recommencer à leur fournir au courant du mois d'octobre, comme d'habitude, pour permettre aux crèches de pouvoir fonctionner, puisque la petite enfance ne doit pas être oubliée, dans les politiques publiques de tout chacun, parce que ça a commencé par là, c'est le début, on est au tout début de la vie, et il faut que les enfants et la petite enfance soient bien épanouis pour pouvoir en faire des adultes, des enfants, des adolescents, et puis des adultes complètement, on va dire, prêts à affronter la société. Alors, concernant les projets que vous aviez sur la commune, est-ce qu'on peut dire qu'il va falloir les reporter, ou est-ce que vous vous dites, quand bien même il y a une situation compliquée, faut continuer et il faut mener les actions, faut continuer à développer la commune? Mais il faut continuer, il faut déjà remettre la commune sur de bonnes bases. Vous savez, est-ce possible dans cette situation? Dans quel état nous l'avons trouvé. Donc, il est important qu'on puisse remettre la commune sur de bonnes bases. Je pense en particulier à la situation encore des écoles. Comme nous sommes arrivés aux affaires, nous avons constaté qu'il y avait un rapport qui date de 2008 qui disait qu'il fallait fermer un groupe scolaire qui s'appelle Mixte 1, Joseph Judith, qui est en plein dans le bourg, avec une soixantaine d'élèves et qui était en danger sismique, où la communauté scolaire était en danger de mort. Et quand on est arrivé, ce rapport datait de 2008 et régulièrement les services, les autorités préfectorales adressaient des mises en demeure de fermeture de l'école. On l'a retrouvé, en tout cas je l'ai retrouvé, il dit non, il n'est pas possible qu'on continue, on doit prendre absolument toute disposition pour fermer cette école, ce qu'on a fait, et cette école aujourd'hui est fermée. Cette communauté scolaire a rejoint la communauté scolaire du Mixte 2, l'école Proto, enfin l'école Proto qui s'appelait l'école Proto jusqu'ici, et de sorte qu'aujourd'hui, on a une école qu'on a fermée parce qu'il y avait de la place, il y avait de la disponibilité en matière de salle. Et bien entendu, il fallait effectuer un certain nombre de travaux. Et même avec cette situation pandémique, et encore une fois, les équipes des agents, les équipes des services techniques ont travaillé sans relâche pour permettre à cette école de pouvoir ouvrir. Donc, il y a un regroupement de deux écoles. Et dans le même temps, dans
dans le même temps, dans le cadre de cette loi Barnier, ce dispositif Barnier, nous entendons carrément, nous avons commencé à prendre toutes dispositions. Les services de la région sont venus déjà à plusieurs reprises. Les services techniques s'entendent pas, les services administratifs, c'est vous dire comment c'est bien avancé, carrément reconstruire un groupe scolaire élémentaire et maternel sur ce site où il y a encore de la disponibilité foncière. Voilà, donc en termes de projet, ça veut dire les choses avancent. Alors, nous les faisons avancer, c'est bien entendu ralenti par la force des choses, puisque le rendez-vous qui devait se faire peut-être en présentiel, sur place, in situ, sur le terrain, se fait plus en distanciel. On doit venir en nombre réduit. On n'a pas peut-être tous les agents concernés par le service. Il y a un certain nombre il y a un certain ralentissement qui peut se faire, mais il faut pas lâcher. Je ne suis pas venu là pour lâcher, pour en tout cas mettre en œuvre, initier les projets que nous avons promis. De la même manière, sur le port de pêche, nous sommes entrés dans le dispositif PROEP. PROEP, c'est le programme d'aménagement des ports de pêche région. Et là aussi, nous avançons puisque les services techniques région viennent régulièrement prendre un certain nombre de mesures. Le dossier se travaille pour nous permettre effectivement d'aller dans cette direction-là. De la même manière, nous avons les routes, en particulier les routes d'accès aux écoles. Nous avons, avec encore l'aide compte tenu de notre situation financière, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas très joli, mais nous arrivons à avoir des concours par les dossiers que nous déposons, des concours pour nous permettre un tant soit peu d'aménager des routes, etc. Donc nous continuons à rendre la vie quotidienne du Saint-Franciscain un petit peu moins compliquée, parce que effectivement le quotidien qui par l'état des routes, qui par l'état de l'élagage, qui par l'état de l'éclairage public, qui est très compliqué. Donc nous petit à petit, un pas lentement mais sûrement, nous allons vers l'amélioration de cette situation, de la situation du quotidien du Saint-Franciscain. Donc pour vous, on ne peut pas parler d'après Covid, puisque vous avez dit qu'il va falloir vivre avec, donc on peut parler de continuité avec oui, plus ou moins, enfin, on montera en charge en fonction de la situation pandémique en termes d'action. Je veux dire, c'est clair que les actions d'animation, les actions, d'animation, sont moindres ou quasiment inexistantes compte tenu de la situation. Nous voulions avoir une situation, nous voulions repenser le marché, par exemple. Nous allons le penser sur le papier, même la mise en œuvre va attendre, puisque nous sommes quand même dans une situation où la population ne peut pas se rencontrer comme elle le souhaite et en nombre qu'elle souhaite. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même continuer à travailler ces dossiers pour que lorsque les choses seront meilleures, lorsque le temps sera meilleur, le temps sanitaire sera meilleur, pour qu'on puisse mettre en œuvre, qu'on puisse se rencontrer. Et nous avons nous avons la piste cyclable que nous allons sur la Pointe des Châteaux pour pouvoir refaire le revêtement de cette route départementale pour que ce site touristique qui est la Pointe des Châteaux, la plus visitée de la Caraïbe, offre un visage beaucoup plus agréable aux visiteurs et aux Saint-Franciscains. Bernard Pancrel, merci d'être venu sur ce plateau pour nous dire un petit peu comment vous avez vécu cette situation extrêmement difficile et pour aussi dire à votre population comment vous voyez l'avenir, comment est-ce que vous pensez continuer au niveau du développement même de la commune. Merci d'être venu pour cette émission de rentrée avec
les maires de la Guadeloupe. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Et puis, je réitère, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que nous puissions continuer à vivre, à échanger dans notre Guadeloupe, cette Guadeloupe que nous aimons tant. Voilà, excellente soirée à tous.